J'ai plaisir à accueillir et à présenter Cynthia Lusignac. Qui va mieux vous expliquer que je ne peux le faire, mais qui est un cas tout à fait particulier parce qu'elle est dyslexique. C'est bien ça. Hein, bah oui. Voilà. Elle est dyslexique parce qu'elle ne peut pas prononcer ce qu'elle voit et elle a des difficultés pour écrire ce qu'elle a lu. Oui, voilà. Ouais, c'est bien résumé. Bon, je la laisse nous présenter sa situation. C'est un témoignage exceptionnel et vraiment je la remercie d'être venue jusqu'à nous. Parce qu'en 30 ans de travail sur la lecture, c'est le seul cas comme ça que j'ai trouvé. Un peu la pression. Pardon ? Cynthia. Ton nom ? Cynthia. Lusignac. Ok, merci. Bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas vus ce matin déjà. Donc, je m'appelle Cynthia. J'ai rencontré Jean-Pierre par le biais d'Internet et je me suis intéressée à son travail sur la lecture. Alors, pourquoi je me suis intéressée au travail sur la lecture? Déjà, c'est une bonne question. Donc, je me présente vite fait. Je suis une dyslexique. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. On m'a dit très tardivement, parce qu'on me l'a dit à 20 ans, à peu près, quand j'étais à la fac, tu es dyslexique. En fait, ton problème, c'est ça. Alors, mon problème, je vais vous l'expliquer après. Pourquoi j'en suis arrivée à poser la question « Quel est mon problème ?» Parce que j'ai rencontré pas mal de difficultés dans ma scolarité. En fait, aujourd'hui, je m'intéresse à la lecture parce que j'ai été prof, j'ai été enseignante en histoire géo et en lettres, en français plus particulièrement, en lycée et collège. Lycée professionnel et collège. Alors, histoire au collège et plus particulièrement français en lycée professionnel. La lecture, je me suis aperçue que c'était problématique pour beaucoup d'élèves. Beaucoup d'élèves arrivaient en terminale, surtout en seconde, il y en avait plus en seconde encore, sans savoir lire. Surtout en lycée professionnel, c'était des élèves qui avaient été en échec scolaire, souvent. Ils n'avaient pas choisi d'être en lycée professionnel. Et en leur demandant pourquoi ils étaient là, ils disaient parce qu'on m'a demandé d'être là. En fait, parce que j'ai été acceptée nulle part ailleurs. Et ici, j'ai une place. Donc ils se retrouvaient en commerce, en cuisine, en service, sans avoir choisi cette voie-là. Et ils avaient quand même un point commun, tous ces élèves, c'est que les 3/4 de la classe étaient passés par la case orthophonie. Et que je leur disais, pourquoi vous êtes allé chez l'orthophoniste ? Parce que je suis dyslexique. Alors, dyslexique, dyspraxique, machin, truc, bidule. Il y avait une majorité de 10 dans la classe. Et je dis, mais c'est quoi ce problème avec la lecture? Parce que pour moi, la lecture, pas de problème. On m'a dit que j'étais dyslexique. Je ne me souviens plus quand est-ce que j'ai appris à lire. J'ai toujours lu. D'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours lu et tout lu. Et j'ai jamais eu de problème de lecture. Jamais. Alors, je me suis intéressée donc à la dyslexie. C'est quoi la dyslexie exactement? Je n'ai pas trouvé de définition. Il y en a autant qu'il y a de professionnels dans la dyslexie. Alors, on va dire, généralement, c'est un trouble. C'est un trouble de la lecture. C'est un trouble qui, alors, plus particulièrement, on va dire, généralement, que c'est un trouble de l'apprentissage de la lecture. Donc, la personne n'arrive pas à apprendre à lire. Non, je n'ai pas eu de problème pour apprendre à lire. Je ne me souviens même pas avoir appris à lire. C'était là, c'était comme ça. Je savais lire. Par contre, j'ai eu des problèmes pour apprendre à écrire. Alors, je me suis intéressée à l'hyperlexie. C'est quoi l'hyperlexie? Alors, l'hyperlexie, on m'a dit, alors une définition très connue, c'est la plus connue, c'est celle qui se répand partout, et c'est celle-là que j'ai reprise là. L'hyperlexie est définie par des capacités de lecture avancées par rapport à la compréhension, des capacités de lecture acquises très tôt en l'absence d'enseignement explicite, et une forte orientation vers le matériel écrit.
une forte orientation vers le matériel écrit. Elle est associée aux troubles du spectre autistique dans la majorité des cas. Ah. Donc, je me suis dit, ah oui, c'est un sacré trouble. Alors, il y en a même plusieurs en une, on a l'impression. Hein. Déjà, on est hyper quelque chose. Alors, je savais que j'étais hyper sensible. Ça, je savais, je n'avais pas besoin qu'on me le dise. Mais hyper lexique. Alors, bon, je me suis dit, bon, alors en plus des dyslexiques, maintenant, je vais être autiste. C'est pas mal, donc on accumule. Non, alors, sérieusement... Ces définitions, je les ai peu à peu mises de côté pour redéfinir finalement au cas par cas quelle était la problématique des élèves. Aujourd'hui, j'ai un cabinet, je suis sophrologue et coach scolaire. Et je reçois beaucoup d'enfants. En fait, quand j'ai ouvert mon cabinet de sophrologie, après avoir enseigné, c'est que des enfants qui sont venus taper à la porte avec leurs parents en disant ça va pas du tout à l'école, il se passe un truc... proposer quelque chose. Et tous, ils étaient 10 quelque chose. Alors, je me suis intéressée beaucoup ces dernières années au travail de Ronald Davis. Ronald Davis est un dyslexique, ancien autiste. Ancien autiste, c'est pas mal. Ancien dyslexique, ancien autiste. Alors, il a eu tout une panel d'étiquettes. Et lui, il dit que la dyslexie ne résulte pas d'une atteinte cérébrale ou nerveuse. Donc, il n'en fait pas une maladie. Ce n'est pas un trouble ni une maladie et encore moins un handicap. Lui, il dit simplement « c'est une résultante de la pensée et une manière particulière de réagir à un sentiment de confusion. » Voilà, c'est confus dans ma tête à un moment donné, pas forcément pour la lecture, dans d'autres domaines. Et cet état de confusion, c'est ça la dyslexie. Et pourquoi il y a cet état de confusion? C'est parce que la manière de penser va vous mettre en état de confusion. Votre manière de penser, d'appréhender le monde va vous mettre en état de confusion. Lui, il parle de don de la dyslexie. Pour lui, la dyslexie est un don, parce qu'il dit que les dyslexiques ont énormément de potentiel et énormément de capacités que des personnes normales n'auraient pas. Alors après, loin de ce que pense Ronald Davis, pendant longtemps, j'ai pensé que tout le monde pensait de la même manière, comme on peut tous, quand on est enfant, on dit que tout le monde est pareil, et tout le monde pense de la même manière, et je me disais, c'est toi qui n'est pas normal. Donc à l'école, je ne me souviens plus quand j'ai appris à lire. Quand apprend-on à lire? Ben, moi, je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre. Par contre, je me rappelle quand on m'a enseigné la lecture. Ça, je me rappelle bien. Je me rappelle bien parce que c'était en grande section. Ça a commencé en grande section de maternelle. J'avais une maîtresse formidable, Madame Sarmouk. Madame Sarmouk, elle nous lisait Nils Holgersson, Au pays des oies sauvages. Nils Holgersson, et c'était pour moi un voyage de chaque instant. Alors, je tiens à dire quand même que j'étais une enfant qui ne parlait pas. Encore jusqu'à 4-5 ans, je ne parlais pas, j'étais quasi mutique. Je parlais à 2 personnes, ma mère, ma sœur. C'est tout. Comment ? Autiste. Voilà, ça devait être mon spectre autistique. Donc, par contre, j'allais à l'école, parce que il fallait aller à l'école, on ne se posait pas la question, tu vas à l'école, c'est comme ça. Et à l'école, je prenais ma petite chaise bleue, je me mettais devant la baie vitrée, je regardais, j'aimais bien. Alors, j'habitais dans les Hauts-de-France, maintenant on appelle ça les Hauts-de-France, c'est joli. Donc, je me mettais devant la baie vitrée, je regardais la pluie tomber, et j'adorais spectre autistique, et regarder les gouttes sur la baie vitrée. En fait, je m'embêtais énormément à l'école, je n'aimais pas le groupe. Mais je me rappelle de ces séances de lecture. Alors, la maîtresse nous lisait, et j'écoutais ce voyage de Nils Holgersson, et après, elle nous mettait ces phrases de Nils Holgersson sur le tableau. Et il fallait lire les phrases de Nils Holgersson et faire un découpage de mots. Je n'ai jamais fait le découpage de mots, mais je savais lire les phrases sans vraiment les lire. C'est-à-dire qu'il y avait, j'avais aucune difficulté. C'est de mes premières séances de lecture, c'est que je regardais ce tableau, mais je ne voyais pas des mots. Je ne peux pas vous dire que je voyais des mots, je lisais des phrases, mais je ne voyais pas des phrases. Je voyais Nils Holgersson et ses oies sauvages.
Je voyais Nils dans la cour de la ferme, je voyais les oies s'envoler, je voyais la chef des oies, on pense à Raymond de Vos tout à l'heure avec ses oies, les oies de Kebnekaise, la chef oie, vous voyez, je me rappelle bien même des mots et des noms de ces personnages, je n'ai jamais relu. Hein. Et j'avais ces images qui défilaient. Donc, je n'avais pas de souci de lecture, déjà en grande section. Et je lisais déjà des livres quand je rentrais à la maison. Alors, j'étais dans un milieu culturel moyen, et il y avait quelques livres à la maison. Et voilà, je me servais, je regardais ces livres sans savoir que je n'étais pas censée les lire. Forcément, je ne pense pas que mes parents voyaient que je lisais plus que ça. La lecture, c'était en CP. Donc bref, je suis arrivée en CP. En CP, moi j'étais... ma génération, c'est la pleine lecture globale, la méthode globale. Donc ce qu'on appelle la globale, qui est beaucoup décriée. Hein, alors moi, ça m'a bien plu, la globale. C'était super. On ne m'a rien demandé de décomposer. C'était 0 syllabique, parce que c'était vraiment de la globale de chez Global. Alors je savais, en repensant à tout ça, je me suis dit, mais c'était quoi cette méthode? C'était quelle méthode? Je ne savais pas le nom de la méthode, moi. Je me rappelais de l'héroïne, je me rappelais de son petit copain, alors c'était Béatrice et Yves, je me rappelais donc de son petit chat, je me rappelais du jardin, je me rappelais des fleurs, je me rappelais des odeurs de sa maman. L'odeur de la maman de Béatrice. Je me rappelle toute la vie de Béatrice. Mais alors, quelle méthode c'était, j'en sais rien. Et un jour, en me baladant, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai retrouvé ma méthode de CP, au fil des mots. Et quand je regarde cette méthode, eh ben, j'en ai aucun souvenir. Je regarde tout ça, là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'avais aucun souci en lecture en CP. J'étais plutôt, je pense, dans le haut de la classe, puisqu'il y avait des classements à l'époque. Mais je me souviens de rien. Alors je lisais ça par image. C'est-à-dire que c'est toujours déroulé devant mes yeux un film. C'est comme si vous allez dans un pays, peut-être ça vous est déjà arrivé, moi, ça m'est arrivé une fois, c'est une expérience curieuse, d'aller dans un pays étranger où vous ne parlez pas la langue, et la personne vous parle et vous comprenez ce qu'elle vous dit. Alors que vous ne savez pas cette langue. Eh bien, ça vous est la même chose. En fait, il y a une compréhension de l'intention. C'est le message qui est compris. C'est le message qui est compris et non pas, et qui ne doit pas passer par un décodage. Je comprends l'histoire, je comprends ce qu'on va me raconter, je comprends ce que la personne qui a écrit veut me raconter et je vais recevoir le message. C'est difficile d'expliquer ce qui se passe réellement dans mon cerveau à ce moment-là et c'est difficile ce qui se passait à ce moment-là, d'autant quand j'étais plus petite parce qu'aujourd'hui j'arrive à faire les deux, évidemment, ils m'ont bien rééduquée. Hein. Ils m'ont bien éduquée. Donc, CP, au fil des mots, tranquille, donc Béatrice dans son jardin. Je me rappelle une fois mon maître qui me dit viens devant au tableau, parce qu'il y a des grandes lectures, il fallait lire à voix haute. Hein. Alors la lecture à voix haute, c'était autre chose. Alors il fallait lire à voix haute, et vous mettez devant le tableau avec la classe derrière, là, et allez. Alors on lit, et je lisais, et je me rappelle d'un texte alors je lisais très bien à voix haute, quand je n'avais pas de soucis plus que ça, enfin, je ne me rappelle pas avoir été reprise plus que ça sur mes lectures à voix haute. Mais je me souviens, alors pour vous expliquer un peu, je suis devant le tableau, il y a la classe derrière moi. Je me souviens de cette lecture du tableau. Je sens l'odeur de la classe. Je me rappelle que dans cette classe, il y avait un enfant qui devait avoir quelques petits problèmes d'hygiène parce qu'il sentait très fort. Je me souviens de cette odeur très prégnante. Et là, je sais que je lis très bien le texte. Et je me rappelle quel texte je lis, non pas parce que j'entends des mots ou que je vois des mots, que je vois des syllabes sur le tableau. Sur le tableau, je ne vois aucun mot là dans mon souvenir. Mais là, sur mon écran mental qui est là sur le côté, j'ai une fourmi. Je sais que je lis une histoire de fourmi. Je m'en rappelle très bien. Et cette fourmi, je la vois.
Donc je me souviens que je lisais ce texte de fourmi parce que je vois une fourmi dans ma tête. Non pas parce que je me dis fourmi ou parce que je vois feu ou RMI, mais parce que je vois une fourmi, une grosse fourmi noire. Voilà. Et je suis persuadée que c'était un texte sur les fourmis. Peut-être c'était la cigale et la fourmi, ça je ne sais pas, j'en sais rien. Donc j'ai continué comme ça. Ils se sont aperçus de rien au niveau de ma lecture, c'était normal, tu lisais bien. Mais par contre, problème, il a fallu écrire. Alors comment on fait pour écrire des films? S'il m'avait demandé de dessiner, ça aurait été bien. Si on m'avait dit, maintenant tu vas dessiner, on va faire une dictée, c'est un dessin, tu vas dessiner ce que je te dis, ça aurait été mieux. Moi, là, on me demandait d'écrire des sons. Donc, j'ai un souvenir cruel de dictée, parce que les dictées, c'était 0 constamment. Toutes les semaines, j'avais un 0. 0, ça veut dire nul. Ça veut dire que tu es nul. Tu es 0 à l'écrit. Donc les autres, par l'écrit, te racontent des histoires, mais toi, t'en es incapable. Et jamais tu pourras écrire ça, ils vous le disent bien. Non, mais tu ne pourras jamais écrire. Je me rappelle d'une récréation passée sur le mot vaisselle. Je n'arrivais pas à écrire le mot vaisselle. Et le maître qui me dit, tu ne sortiras pas de là tant que tu n'écriras pas le mot vaisselle. C'est quand même pas difficile. Comment? Oui, vaisselle. En plus, j'étais une fille, il fallait que je sache écrire vaisselle. Bon, bref. Donc, je suis sur mon cahier et j'ai des larmes qui montent. Je suis toute seule dans la classe, les autres jouent. Bon, j'aimais pas trop jouer avec les autres, mais quand même, j'aurais bien aimé sortir. Et je suis sur mon cahier, les larmes coulent sur le cahier et ça commence à inonder tout. Et au lieu de voir le mot vaisselle, j'ai beau me le prononcer, moi, ça sonne pas. Qu'est-ce qui se passe? Je vois la mousse, je vois les assiettes qu'on a à la maison, je vois ma mère qui fait la vaisselle. Alors ça me donne encore plus envie de pleurer parce que ma mère me manquait énormément quand j'étais à l'école. Un cafard terrible et bloqué. Il m'aurait demandé de dessiner le bac à vaisselle avec les assiettes, il n'y avait pas de souci, mais d'écrire le mot vaisselle, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire le son vœu? Rien. Qu'est-ce que c'est vœu? J'ai beau dire vœu dans ma tête, pour moi c'est rien, vœu. Si, les vœux. Les vœux, je vois la carte de vœux. Vœu. C'est rien, vœu. C'est de l'air, c'est un son, mais au niveau de l'image, ce n'est rien. Wow. Alors, comment on fait? On doit aller à l'école, tous les jours, et plus ça va, plus on grandit, plus on écrit. Et plus on nous demande d'écrire sans recopier. Alors les séances de copie, c'était très long pour moi. C'était lettre à lettre, il fallait que je recopie. Alors je recopiais tout, jusqu'à ce que j'arrive en CM2, puis il y avait forcément des fautes, il manquait forcément des lettres. Hein. La maîtresse de CM2 qui me tirait l'oreille, qui me disait « il y a une faute ». Et elle me tirait l'oreille jusqu'à temps que je trouve la faute. Alors je cherchais ma faute dans mon... Et elle ne comprenait pas, et ça les énervait. Et je comprends que ça les énervait. Parce qu'à part cette orthographe, le reste, ça roulait. Mais une leçon de sciences, moi j'adorais lire, mais je savais par cœur mes leçons de sciences. Il n'y avait pas de souci, j'arrivais à les lire, et à les retenir. Et j'avais énormément d'images. Alors c'est vrai qu'il y avait certains mots difficiles, qu'il était difficile de retenir, mais une fois que j'avais une image comme support, il n'y avait pas de souci. Encore aujourd'hui, vous me dites ornithorynque, comment ça s'écrit? Ornithorynque. Comment ça s'écrit? Je ne sais pas. D'abord, je vais voir quoi? Je vais voir l'Australie. Je vois le désert australien. Quand vous me dites ornithorynque, je vois le désert australien. Après, on va me dire, si, il faut l'épeler. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce serait, il y a quelques années en arrière, j'en aurais honte. C'est la honte. C'est une honte absolue de ne pas savoir écrire sa propre langue. Aujourd'hui, j'ai pas honte. J'ai pas honte parce que c'est ma façon de fonctionner. Oui, l'ornithorynque, moi je sais qu'il est en Australie. Et je sais exactement quel animal c'est.
Par contre, je ne sais pas l'écrire, c'est pas grave, je vais prendre un dictionnaire et je vais apprendre à l'écrire. Alors, comment j'ai appris à écrire? Ça a été un long parcours et ça a été un parcours du combattant. Donc, on parle de pensée verbale, on parle de pensée par image. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a autant de modes de pensée qu'il y a de gens sur cette planète. Pour voir tous ces enfants qui défilent dans le cabinet, il n'y en a pas un qui réfléchit de la même manière. Pas un. Il n'y a pas de méthode qu'on peut appliquer, il n'y a pas de protocole. Chaque enfant vraiment va réfléchir à sa manière dans différents domaines. Et je pense que oui, moi je pense plutôt par image et par déduction et par lien dans ma tête. C'est vrai qu'il y a une arborescence qui se fait et une image, on emmène une autre, on emmène une autre, on emmène une autre. Et je ne vais pas décomposer ni décortiquer, ni analyser ce que je lis. Ce n'est pas possible. Pour moi, la lecture, c'est tellement étranger à tout ça, à l'analyse. Je suis devenue prof de français quand même. Donc, je sais plus. Ah oui, savoir lire ne veut pas dire donc savoir écrire. Donc comment j'ai fait? Je me suis cas un cas, j'ai fait la primaire avec mes zéros en dictée. Après je suis arrivée au collège, j'avais toujours des dictées, donc j'avais toujours 0 en dictée. Et sur tous mes bulletins, il y a bon travail, élève sérieuse, mais oh, quelle orthographe. Dans toutes les matières. Dans toutes les matières. Et j'avais toujours ce 0. Alors en plus ça commençait la semaine. Souvent, les dictées commençaient la semaine. J'avais un cours de français en début de semaine, je me rappelle, en 6e. C'était la première note de la semaine, c'était 0. Ah, c'était terrible, cette année de 6e a été terrible. Et donc, le collège, le lycée, et puis on s'y fait. Bah, t'es nul, t'es nul. Personne ne fait rien, personne n'a de méthode pour t'aider, personne ne te propose d'explication. Donc, t'es nul en dictée, c'est tout, tu fais avec. De toute façon, tu es nul en orthographe, tu feras toujours des fautes d'orthographe, et puis voilà. Et bon, petit à petit, quand même, l'orthographe s'améliore parce qu'on photographie. Alors, au fur et à mesure, j'ai appris à écouter les mots, j'ai appris à écrire les mots, mais l'image parasitait quand même très souvent les choses. Donc, dans une dictée, j'arrivais à me concentrer. Ma grande victoire en orthographe, c'est d'avoir 10 au brevet, 10 piles à la dictée de brevet. Et j'étais très très fière de moi. Mais j'avais travaillé comme une folle pour arriver à ça. Donc tout ce qui est grammaire et accord, ça j'ai réussi à le travailler parce que je suis rentrée dans le système grammatical et à essayer de comprendre tac tac tac. Mais alors, et puis en plus, bon voilà, comme je ne fonctionne pas en image, c'est facile. Quand dans une phrase, le verbe, c'est le chef, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Le verbe être et avoir, c'est des hommes. Le verbe manger, c'était une femme. Ah bah oui, dans notre représentation, et ça se fait tout seul. Là, on n'y peut rien, je veux dire, c'est culturel. Être et avoir, c'était 2 hommes, et manger, c'était une femme. Dans ma représentation. Voilà, donc pour moi, la grammaire, ça a été aussi une histoire. Ça a été une représentation mentale. Le COD, c'est le copain du verbe. Il vient, puis ils se rencontrent. Donc on va les mettre en relation dans la phrase. Voilà. Donc tout ce système s'est mis alors ça s'est mis en place sans que je me dise moi je réfléchis comme ça, voilà. Oui, voilà, c'était facile pour moi la grammaire. Donc les accords sont venus quelque part logiquement s'imbriquer dans cette histoire. C'est comme les chiffres, les chiffres sont aussi des personnages pour moi. Tout le système numérique qu'on connaît, pour moi, ce sont des personnages. Le 1 est une femme. Le 2 est le mari du 1, le 3 est la fille du 1 et du 2, le 6 c'est le grand frère du 3, mais ça n'est pas pour autant l'enfant du 1 et du 2. Le 4 c'est la sœur du 3, le 8 est l'amoureux du 4. Ça va comme ça jusqu'à 10, où 10 est le grand chef suprême, mais il est très ami avec le 1. Et ça s'arrête là. Après, tout est une histoire d'imbrication en addition, en multiplication, en division. Le plus difficile était la soustraction. Parce que c'était toujours des histoires qui finissaient mal, les soustractions. Donc j'avais beaucoup de mal en soustraction, c'était toujours très triste. Et quand...
Alors, ça a été compliqué pour moi, les mathématiques, quand on m'a dit il y a des chiffres en dessous de 0. Oh, wow, c'était Dallas d'un seul coup, parce que là, ils en rajoutaient plein. Il fallait que j'en rajoute autant de l'autre côté. Oh là là, ils avaient tous leur double maléfique, parce que c'était en moins. C'est Star Wars. Et puis quand ils y ont mis des lettres, après, il y avait des X et des Y. Donc ça, c'est une autre histoire. Le calcul, c'était encore autre chose. Donc le lycée, -2 en orthographe sur toutes mes copies, forcément. Bonne copie, dommage pour l'orthographe. Et puis à la fac, c'était parfois jusqu'à -5. Donc première année de fac, histoire géo, et là ils me disent style Alain Decaux, sans l'orthographe bien sûr. Donc j'ai fait un parcours lettres et histoire en même temps, et là j'ai dit il faut que je comprenne pourquoi j'arrive pas à écrire. Pourquoi j'arrive pas à écrire? Parce que pourtant je les connais toutes mes règles. Alors j'ai repris le bled, j'ai repris pour travailler. Alors tous les soirs j'avais 18-19 ans et je faisais mes exercices de bled et j'y arrivais. J'avais bon. Pourquoi quand j'écrivais dans une copie, ça ne marchait plus? Alors on me disait t'as qu'à te relire. Comme si je le faisais pas. Comme si moi, avec ma honte de l'orthographe, je pouvais livrer un écrit sans le relire au moins 10 fois. Et moi, ma copie, évidemment, je finissais 1 heure avant les autres. Les 4 heures de dissert, j'avais 1 heure de relecture. Ça, c'est clair, parce que je la lisais dans tout le... Enfin non, pas dans tous les sens, justement. Je la relisais dans le bon sens au moins 3-4 fois, ma copie. Et pour le coup, j'avais quand même -2 ou -5 au bout du compte. T'as qu'à te relire. Ou alors disait ma mère, surtout elle disait, ma mère était désespérée par mon orthographe, mais pas tant que ça, Elle dit, je comprends pas, pourtant elle lit. Bah oui. Rien à voir. Pour moi, c'était 2 exercices complètement différents. L'écriture n'a rien à voir avec ma lecture. Donc j'ai commencé à progresser à 20 ans, quand j'ai voulu être orthophoniste. Et qu'on m'a dit, mademoiselle, c'est pas la peine. Non, c'est pas possible. Par contre, allez voir un orthophoniste. Alors je suis allée voir une orthophoniste qui m'a fait un bilan et m'a dit, voilà, vous êtes dyslexique. Et je lui ai dit, oui, je suis dyslexique et pour le coup, j'avais aucun problème d'élocution. J'avais aucun problème de lecture, j'avais qu'un problème d'orthographe. Donc aujourd'hui, on dirait que je suis plus dysorthographique, ce qui ne résout pas le problème en soi. Voilà, j'ai une belle étiquette. Voilà, c'est une jolie étiquette, c'est même une pancarte. Mais ça ne le résout pas. Donc exercice de bled jusqu'à ce qu'un jour je rencontre dans ma vie professionnelle donc Anne-Marie Guignard. Anne-Marie Guignard, c'est cette femme qui a fait, je ne sais pas si vous la connaissez, le coaching orthographique. Et qui a écrit cette méthode pour les enfants, Hugo et les rois. Et cette dame, donc dysorthographique, quand elle a raconté son histoire, j'ai revu mon parcours du combattant à l'écrit et je me suis intéressée à sa méthode. Et en fait, il y avait une chose toute bête à laquelle je n'avais pas pensé. C'est que pour quelqu'un comme moi, qui ne peut pas écrire sans faute, ça ne sert à rien de se relire, effectivement. Parce que moi, quand je me relis, je vois des images de ce que j'ai cru que j'avais écrit. Donc, je ne peux pas avoir mes fautes d'orthographe. Même si je fais mot à mot dans ce sens-là, je suis persuadée d'avoir écrit quelque chose qui je n'ai pas forcément écrit. Donc, elle m'a dit, mais relis à l'envers. Tu connais tes règles d'orthographe. Tu connais maintenant la plupart des mots. Bon, ceux que tu ne connais pas, elle dit, tu fais comme moi, tu les écris mal. Voilà, oui. Et puis, relis à l'envers. Comme ça, ton texte, tu ne le connais pas à l'envers. Donc effectivement, cette méthode de relecture à l'envers m'a permis de corriger beaucoup de fautes. Je suis repartie par le bas des copies. Et c'est vrai que cette technique, c'était tout bête, mais il fallait y penser. La lecture inversée. Donc je repars, quand je relis un texte, je le relis toujours à l'envers. Ce
Ce qui me permet de voir les mots écrits et non pas des images de ce que je crois avoir écrit. Donc plusieurs rencontres. Donc déjà rencontre avec moi-même, de me dire c'est quoi ce truc. Le bled, deuxième rencontre, pour me rendre compte que finalement mes règles d'orthographe je les connaissais, que c'était pas là le problème. Troisième rencontre, quand même, remoi avec la sophrologie. Alors la sophrologie, je suis sophrologue, et la sophrologie m'a aidé à prendre conscience de cette lecture en fait, de comment je lisais réellement. C'est-à-dire que j'ai lu en conscience. Alors je ne sais pas s'il y a des sophrologues dans la salle. Oui, il y en a une, je sais, s'il y en a d'autres. La sophrologie est une méthode qui permet de se relaxer. C'est une méthode de relaxation dynamique. Et on accède à un état de conscience modifié. Donc c'est dans cet état de conscience modifié que j'ai lu, que j'ai pris conscience. Alors ça permet de prendre mieux conscience des choses, la sophrologie. C'est le but, c'est de prendre conscience. Et de lire dans cet état de conscience modifié, ça m'a permis de prendre conscience réellement de ma façon de lire. De ma façon de lire par image et non pas par mot ni par sonorité. Je n'entends pas ce que je lis dans ma tête, il n'y a pas une petite voix qui parle. Je ne déchiffre pas des mots. Comme Jean-Pierre le disait tout à l'heure, quand je lis une page, je n'ai pas vu la page. Je n'ai pas vu les mots, je n'ai pas vu les lettres. Je n'ai vu que des images. J'ai vu que des images. J'ai parfois entendu des personnes qui parlaient, des personnages parlent. Mais ils ne disent pas forcément ce qu'il y a d'écrit dans le livre. Hein. Alors pour la lecture à voix haute, parfois je vais lire à voix haute. J'étais obligée, quand j'étais prof par exemple, ou quand je lis des histoires à mes enfants. Alors mes enfants, ils n'ont pas trop dit, quoique ma fille ici me l'a dit, mais c'est maman, c'est pas ça qu'il y a d'écrit. Là, souvent les phrases ne vont pas être totalement conformes à ce qu'il y a d'écrit. Je dis des choses qui ne sont pas forcément correctes, enfin fidèles au texte en tout cas. Donc j'interprète beaucoup peut-être. Mais finalement le sens y est, puisque en explication de texte, j'étais très bonne. J'ai jamais eu de souci de compréhension de texte. Donc le sens, je le perçois. Je perçois l'intention ou les intentions de l'auteur. Je perçois les sentiments, les sensations du narrateur. J'entends sa voix s'il parle, mais je n'entends pas les mots que je suis en train de lire. Je n'ai pas une petite voix interne qui est en train de lire dans ma tête, ou qui est en train de décomposer des mots ou de dire des sons. Il y a des images, il y a beaucoup de paysages, et il y a toujours des paysages. Même si je lis quelque chose de très théorique, ça se situe toujours dans un contexte, il y a toujours un panorama derrière, inspiré des voyages que j'ai faits. Puisqu'on ne crée que, on imagine que ce qu'on connaît, finalement. Il n'y a pas d'imaginaire pur, on part toujours de quelque chose qu'on connaît. Bref, alors, voilà mon parcours orthographique terrible, la lecture trop facile. Par contre, quelqu'un comme moi qui a des enfants, eh bien, c'est pas forcément évident, parce que ces enfants-là, ils vont être mélangés donc avec des gènes de leur papa, parfois qui n'ont pas de problème de lecture ni d'écriture. C'est tout le problème. Mais le problème, c'est que les enfants, ils ne vont pas chercher les gènes qu'on veut, et mes 3 enfants ont pris beaucoup des miens. Alors j'ai eu une grande fille qui a aujourd'hui 20 ans, qui est en droit, qui fait des études universitaires, qui a toujours été brillantissime à l'école. Alors c'était la fierté de tous ses professeurs, et moi c'était juste un calvaire, parce que pour elle, il n'y avait que l'école qui comptait. C'était tout pour l'école. Et cet enfant, à 4 ans, il m'a dit « Maman, je vais apprendre à lire ». Je lui ai dit « Bah non, maman, apprends-moi à lire ». « Non, je ne t'apprendrai pas à lire ». Et moi, à l'époque, quand j'étais jeune maman,
Pour moi, c'est vrai qu'on apprenait à lire en CP. Et vu mon parcours, j'avais dit non, moi je ne veux surtout pas lui apprendre à lire. Elle apprendra du syllabique avec sa maîtresse, elle apprendra à lire, à écrire à l'école. Je ne veux pas en entendre parler, je ne me mêle pas de cette chose-là. Je vais tout lui mettre en l'air. Et en fait, elle a appris à lire toute seule. Elle a pris ses livres et elle est arrivée en CP, elle savait déjà lire. Alors elle me disait non, je ne sais pas lire. Parce qu'elle s'imaginait que lire, c'était lire comme un adulte, comme elle voyait lire les adultes. Et c'est vrai qu'elle n'avait pas ce niveau de lecture-là, mais c'était une enfant qui savait lire avant d'aller en CP. Et j'ai dit, ça recommence. Et non, ça n'a pas recommencé parce qu'elle, alors je pense qu'elle avait ce potentiel, comme moi, de pouvoir effectivement voir des images et lire sans déchiffrer, sans décoder. Mais à l'école, on lui a dit, maintenant, tu vas t'asseoir sur ta chaise et tu vas déchiffrer les lettres. Et tu vas lire Ratus est un rat, Mina est un chat. Et elle s'est tapée ces séances-là pendant des heures, et ça a été juste un calvaire pour elle, mais finalement, elle a appris à écrire. Le CP lui a servi à ça, à mettre en place, alors cette méthode syllabique lui a permis d'apprendre à écrire. Mais ça ne l'a pas empêché de lire. C'est ce qui a été la différence pour mes fils. Je vous parle après. Donc aujourd'hui, c'est une grande fille donc de 20 ans qui lit à une vitesse vertigineuse. Elle a toujours dévoré énormément de livres. Là où des parents disaient « Oh, moi, il lit pas », moi, je dis « Elle lit trop ». Et c'était, j'avais la même inquiétude qu'aujourd'hui certains parents en voyant leurs ados devant les jeux vidéo. Moi, elle était constamment dans des livres. Elle avait un livre quand elle mangeait, elle avait un livre sous la douche. Elle avait mis un système pour lire sous la douche. Elle ne pouvait pas lâcher ses livres, c'était juste infernal et j'en pouvais plus de la voir comme ça, la tête penchée sur ses livres. Elle vivait dans son monde de livres. Et aujourd'hui, je lui dis, mais alors elle lit toujours autant, elle lit beaucoup de bouquins de droit et elle a alors je lui dis, comment ça se passe? Alors là, avant de venir, je lui dis, mais comment ça se passe pour toi la lecture? Elle me dit, en fait, maintenant que tu me le dis, c'est vrai que j'ai appris à lire en CP d'une certaine façon. Et en fait, je me sers de cette façon-là encore aujourd'hui quand il s'agit de quelque chose de scolaire. Elle dit, mais ça se fait automatiquement. Quand j'ai une lecture plaisir, elle appelle ça de l'image. Elle dit, c'est que du bonheur, c'est que de l'image. Quand j'ai une lecture plus universitaire, elle dit, je mets beaucoup plus de temps et je déchiffre. Je suis dans du déchiffrage. Donc, automatiquement, ça se fait tout seul. C'est scolaire, je passe en syllabique et en décodage, et c'est long, et elle dit je souligne, et je sais quel mot est en gras, et je sais ça, voilà. Et quand je suis dans une lecture plaisir, je peux lire, alors elle est bilingue, espagnol et français, et elle dit je peux lire un livre dans les deux langues, je ne sais pas à quel moment je passe en espagnol, à quel moment je passe en français, voilà. Ça passe tout seul, comme ça, je ne déchiffre rien. Donc elle a ces deux modes, elle, de lecture, et aucun problème d'orthographe. Donc j'étais contente. La question s'est reposée donc 8 ans plus tard avec mes fils. J'ai 2 fils jumeaux, donc des monozygotes, c'est-à-dire 2 enfants qui ont à la base, qui sont issus de la même cellule, qui ont le même patrimoine génétique. Toutes leurs différences sont épigénétiques. Et ces 2 personnages ont rencontré des difficultés à la lecture, pour le coup. C'était 2 enfants qui, la maternelle évoluait très bien, si ce n'est qu'on m'a dit quand même, la première année de maternelle, qu'ils étaient très, très paresseux. Voilà. On les a rendus comme ça, l'un à côté. Ah, ils sont paresseux, vos enfants. Je dis, ils reviendront l'année prochaine. Voilà, ils seront peut-être moins paresseux. Mais bon, la maternelle s'est bien passée. Grande section, on commence du déchiffrage de lettres. Et comme c'était des enfants qui aimaient la musique, ça les amusait. La maîtresse disait, voilà, vous avez le F. Ce F, il fait F. Donc chaque lettre faisait une musique. Donc ça les amusait. Ils faisaient chanter les lettres dans cette classe. C'était pour eux plutôt amusant. Ils arrivent en CP. Ils tombent sur une maîtresse qui leur dit « Ah non, tu ne dis pas que c'est un F. C'est un feu. C'est un feu. Ah, c'est feu, ça. Moi, c'est un feu. En plus, on avait vécu dans les îles. Du feu, on en faisait tous les jours.
Donc ils connaissaient bien ça. Le feu, pour eux, ça représentait quelque chose de très positif. Donc le feu, ça s'écrit F. F, ça veut dire feu. Alors comme ça, pour plein de choses, ça marche pour plein de lettres. Le M, c'est le me, c'était la vache. Me, c'est une vache. Le M, c'est une vache. Et puis on avait quoi d'autre? Ça fonctionnait pour pour le le. Le, c'est le chat, c'est le chat. Donc L, il suffit d'écrire L, puis chat, le chat, le. Et comment on fait pour écrire là? Voilà, il n'existe pas. Donc il y avait certains mots qui existaient pour eux par rapport à une lettre. Donc comment on fait pour A? Ça va être quoi le A? Donc A, c'est A, ça veut rien dire en fait. Et puis I, ça veut rien dire non plus. Et puis comme ça pour R. Alors le R, c'est un re. Dans quelle langue re? Re en français, ça veut rien dire du tout. Donc ils se sont retrouvés dans une espèce de marasme là, se dire mais c'est quoi ce truc? Alors il y a des lettres qui veulent dire des images, qui signifient des images, et puis il y en a d'autres qui signifient des sons. Auxquels ne correspondent pas d'image. Ça a fait un mélange phénoménal. Ça se fait qu'à la fin, ils ne savaient plus rien. Donc le CP passe comme ça, on dit oh là là, vos enfants. CE1 passe comme ça en disant oh là 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 là, qu'est-ce qu'on va en faire? Et puis arrive en CE2, ils savent toujours ni lire ni écrire tous les deux. Ils sont dans la même classe. Ils ne savent pas déchiffrer, donc décoder. Ils ont 10 000 images à la minute, 10 000 projets à la minute à faire, mais sans vouloir jamais ouvrir un livre, parce qu'ils ne veulent jamais lire, ça ne les intéresse pas, ils ne savent même pas qu'on peut lire. Enfin, je ne sais même pas si dans leur fonctionnement, ils savent qu'on peut aller lire quelque chose. Un livre, c'est maman qui raconte des histoires, quoi. C'est tout. Il y a des images, oui, il y a des livres d'images, mais la lecture, en aucun cas, on vous dit un enfant il est prêt à lire, quand vous êtes jeune maman, on vous dit un enfant il est prêt à lire, quand vous le savez, quand vous leur racontez une histoire, ils regardent les petites lettres à côté. Ils n'ont jamais regardé les petites lettres à côté, hein. C'était pas beau, hein. Ils regardaient l'image. Donc CE2, tous les deux sans savoir ni lire et écrire. Zacharie, qui est là, était rejeté par les enseignants et mis à l'écart. Et pour lui, l'école était devenue une espèce de chose dans laquelle, un monde duquel il ne captait pas du tout ce qui se passait, puisqu'il ne parlait pas la même langue, le même langage. Il s'était mis dans sa bulle. Et puis son frère jumeau, lui, était premier de la classe. 19,5 de moyenne générale, tout va bien. Sans savoir ni lire ni écrire. Un jour, je dis, mais tu fais comment? Explique-moi comment tu fais. Comme ça, tu dis à ton frère, puis il n'y a plus de... Voilà, on fait pareil, voilà, on s'en sort, quoi. Puis j'arrête d'être convoquée toutes les semaines par ta maîtresse pour parler de ton frère. Et il me dit, mais c'est facile. C'est facile, c'est toujours la même chose. En fait, il repérait visuellement la forme des exercices. Il savait, c'était toujours les mêmes exercices qui revenaient. Quand il y avait un tableau, il savait ce qu'il y avait à faire, ce qu'il y avait à mettre dans le tableau. Il savait quels mots il fallait recopier. Il savait recopier ces mots. Il savait les recopier, il ne savait pas les écrire, parce qu'il ne les entendait pas. Et il ne savait pas les lire, parce qu'il ne les reconnaissait pas visuellement. Mais il pouvait les recopier. Et il savait quels mots il fallait recopier. Enfin, et je lui dis, d'accord, alors pour les mathématiques, je veux bien. Parce qu'ils sont assez forts en calcul, donc ils s'en sortaient. Et les consignes, ils n'avaient pas besoin de les lire, puisqu'ils repéraient ce qu'il fallait faire à la forme de l'exercice. Je lui dis, mais quand tu dois remettre un texte dans l'ordre, tu fais comment? Parce qu'il avait bon. Il me dit, c'est toujours le même sens. Je sais que le début, c'est quand le texte est décalé, la linéa. Et après, si je trouve le début, si c'est B le premier, je sais qu'après ça va être C, D, A à la fin. C'est toujours dans le même ordre. Il avait raison, c'était toujours dans le même ordre. Ils ne sont pas très originaux, ces exercices. Donc il avait mis en place des stratégies comme ça qui faisaient qu'il s'en sortait, il passait entre les gouttes. Et quand je disais à la maîtresse, mais il ne sait pas lire non plus, il n'y a pas que son frère. Pas vrai. C'est pas vrai. Lui, il sait lire, il n'y a pas de souci. Et cet enfant qui pleurait le soir en disant « Maman, je ne sais pas lire, elle va s'en rendre compte ». Bah oui, fatalement, un jour, ils vont s'en rendre compte que tu ne sais pas lire. Mais surtout, le problème, c'est que toi, tu pleures parce que tu ne sais pas lire. Tu voudrais savoir lire? Bah oui, je veux savoir lire. Mais je ne sais pas comment on fait pour lire.
Ben moi non plus. Moi non plus, je ne peux pas t'apprendre, je ne sais pas comment je fais pour lire. Parce qu'eux ne s'intéressaient pas, comme moi, à cet écrit. On a dit tout à l'heure l'hyperlexie, un attrait, c'était comment alors, moi, je ne vais pas vous parler de la définition, je ne l'ai pas appelé par cœur, et je ne peux pas me rappeler de ce qu'il y avait d'écrit, mais c'est une attirance vers le matériel écrit. Hein. Donc on est attiré vers le livre, on est attiré vers la feuille, on est attiré vers le papier, vers le crayon. Ils sont attirés vers le papier et le crayon, mais uniquement pour le dessin, non pas pour l'écrit. L'écrit ne les a pas intéressés. Alors ils ont été déscolarisés, parce qu'on a dit on arrête là les frais, c'est pas possible. C'est pas possible, ils vont faire partie de ces élèves rentrant en 6e ne sachant pas lire, on va les mettre en SECPA, et puis voilà, on ne s'en sort pas. Donc, déscolarisation, ces enfants ont été à la maison pendant 6 mois, au bout de 6 mois, ils savaient lire. Ils savaient lire. J'ai quand même fait une crise d'épilepsie en classe. Oui, voilà. Tellement c'était devenu compliqué, ça surchauffait tellement là-haut que voilà. Il y a eu quelques drames. Donc, 6 mois, au bout de 6 mois, la lecture était là. Alors, comment? Certainement qu'il y avait des restes de syllabique, je pense. Il y a des restes de décodage, mais aujourd'hui, ils lisent et ils ne déchiffrent pas. Et quand ils lisent à voix haute, je vois bien que le sens y est, mais tous les mots ne sont pas là. Et certains mots remplacent d'autres. Et ils ont la même lecture à voix haute que moi. C'est-à-dire qu'elle n'est pas fidèle au texte. Donc c'est une lecture également d'image, une lecture sensorielle. Dans ce type de lecture, on ressent beaucoup les choses. Là aussi, la sophrologie m'a permis de me rendre compte. Quand je lis un texte, j'ai toutes les sensations, j'ai les odeurs, je peux transpirer, je peux avoir froid. J'ai beaucoup de sensations corporelles, eux aussi. Quand ils lisent, je vois, ils vont rougir parfois, ils vont pâlir, ils vont parfois avoir mal au ventre, ils vont parfois être très joyeux et ils vont pleurer très facilement. Il y a beaucoup de sensations parce qu'on est immergé comme dans un film, hein, mais comme si on y était dedans, vraiment. On est dans le décor. Quand je lis, je ne suis pas spectatrice, je fais partie du décor. C'est mieux que du 3D. Donc aujourd'hui, ces enfants lisent, et lisent ce dont ils ont besoin. Moi, je ne peux pas m'empêcher de faire quand même un lien entre la lecture et le lexique. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. On parle de dyslexie. Il y a bien une histoire de lexique avant tout, avant une histoire de lecture ou d'apprentissage. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais une enfant qui ne parlait pas, ou très très peu. Je savais parler, je savais très bien parler. Pour le coup, je ne parlais pas. J'étais une enfant très, très renfermée dans ses sensations, très hyper émotive, et il m'était difficile de sortir les mots. Et quand un étranger me demandait mon prénom, je ne pouvais pas répondre. J'étais bloquée. Mes enfants, ma fille a parlé très tôt, et pour le coup, il n'y a pas eu de soucis jusqu'à un certain moment. Mais eux n'ont pas, étant jumeaux, leur langue première n'est pas le français, mais le jumeau. Ils ont eu un langage tous les deux jusqu'à l'âge de 4 ans. Et ce qui rejoint leur... Ils parlaient par bruit. Et ce qui rejoint totalement leur façon d'avoir compris le syllabique. C'est-à-dire qu'une lettre faisait un bruit. Quand il était petit, Zacharie ne disait pas... Waouh, une voiture! Il disait Waouh! Et ça voulait dire voiture. Quand il voyait un tracteur, il adorait les camions et tracteurs, comme beaucoup de petits garçons. Un tracteur, pour lui, c'était parce que ça ressemble peut-être, ce bruit, au bruit du moteur. Et avec son frère, ils ont mis au point toute une série de sons comme ça qui correspondaient à des images, à ce qu'ils vivaient. Alors nous, on les comprenait petit à petit,
Et il y avait même une... Parce qu'ils ne faisaient aucun effort pour nous parler français, donc il fallait bien qu'on rentre un petit peu en communication avec eux. Et il y avait même une conjugaison, parce que quand il disait, par exemple, il était sur une chaise et il disait « Gacon, gacon, gacon », ça voulait dire « je tombe ». Je suis en train de tomber. S'il disait, il arrivait tout pleurant, il disait « Gégégacon ». Gégégacon, ça voulait dire « je suis tombé, je me suis fait mal ». Vous voyez, il y avait un passé, un présent. Alors le futur, je ne m'en rappelle plus. Mais voilà, il y avait tout. Ils avaient mis en place vraiment une langue, un système en tout cas. Et ce qui a fait plus tard qu'ils ont appliqué ce système à l'alphabet. Bah oui, le F, il fait une musique, il fait F. Chaque lettre, chaque image d'une lettre faisait un son, comme ils l'avaient fait quand ils étaient petits. Ce qui a peut-être aussi entravé la compréhension syllabique. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que notre façon, je pense, d'appréhender le lexique quand on est petit, tout ce qui est lexical, notre langue première, je pense à une influence sur la lecture. J'étais une enfant qui ne parlait pas, qui écoutait beaucoup. Je me faisais une représentation de tout le monde qu'il y avait autour de moi et je n'interagissais pas. Pour moi, c'était qu'une somme d'images. Tous ces adultes qui parlaient, tous ces enfants qui parlaient autour de moi, tous ces odeurs, tout ce qui se passait autour de moi, je le recevais comme une image, comme un film. Mais je n'étais pas actrice. Donc dans ma lecture, je reçois. Je ne suis pas actrice. C'est pas moi qui va les décoder, c'est le texte qui vient à moi, qui me raconte. Et je pense que notre façon, oui, d'aborder le langage a une influence réelle sur notre façon de lire aujourd'hui. Alors, la question tout à l'heure, c'est pourquoi ne lisent-ils pas et comment les faire lire? Il me semble que... alors, pourquoi ne lisent-ils pas? Ce que je disais tout à l'heure, c'est que, à mon sens, aujourd'hui, ils lisent quand même beaucoup, les jeunes. On n'a jamais été autant dans une culture de l'écrit et de la lecture. Alors, ils lisent peut-être pas des livres, mais qu'est-ce qu'ils lisent et qu'est-ce qu'ils écrivent? Ah oui, ils sont constamment sur des écrans et la culture est beaucoup plus écrite qu'orale. Et petit à petit, on voit dans l'histoire de la civilisation, on verra certainement tout à l'heure, mais voilà, qu'est-ce que l'écrit a pris comme place? On ne peut plus rien faire sans l'écrire. On ne peut plus rien faire sans lire. Aujourd'hui, je ne vous ai pas mis de diaporama. Mais à chaque fois, on a toujours un diaporama sous les yeux, on a toujours des choses à lire. On échange beaucoup plus rarement, de façon orale, verbale, directement. Il y a toujours un support écrit. Ça devient de plus en plus rare de ne pas lire. Donc, nos jeunes lisent. Et je pense qu'ils lisent même plus que nous lisions à l'époque. Et qu'est-ce qu'ils écrivent, en tout cas? Alors, peut-être pas comme dans les règles de l'art, mais ils écrivent. Ils les écrivent. Et l'orthographe évolue. Alors, on a du mal à la faire évoluer, mais elle évolue. Bon, il y a quelques simplifications. Et puis, cette langue française, qu'est-ce qu'elle est difficile aussi. Aujourd'hui, j'ai été prof de français en lycée professionnel. Aujourd'hui, donc, je suis coach scolaire et je suis également enseignante en français langue étrangère. Et donc, j'apprends à lire avec des personnes qui veulent apprendre le français. Alors, je ne leur apprends pas à lire. Elles apprennent à lire. Je les accompagne dans leur apprentissage. Mais qu'est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce que c'est difficile? Parce que je ne veux pas rentrer dans ce dissyllabique. Parce que pour moi, c'est pas ça la lecture, c'est tellement pas ça. Alors, c'est très curieux, hein. Moi j'apprends à lire à des gens qui ne savent ni lire ni écrire dans leur langue et qui apprennent à lire et à écrire dans une langue nouvelle. Beaucoup de personnes qui viennent des pays d'Afrique ne sont pas allées à l'école, ne savent pas écrire l'arabe, parlent l'arabe, mais ne savent ni lire ni écrire l'arabe, et ils apprennent le français. Donc c'est très curieux comme situation. Mais je trouve ça magnifique, quelque part. Et parfois, c'est des gens âgés, qui ont 60, 70 ans. Vous croyez qu'avec eux, on va faire du bœuf et à bas?
Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne peut pas fonctionner. On va passer par de l'image. Et c'est là qu'aujourd'hui, je me dis, mais quelle chance j'ai eue. Quelle chance j'ai eue de toute petite que ce soit déclenché. Et qu'on ne m'ait pas brisé, comme on a pu briser mes fils, par ce syllabique. Quelle chance, je suis tombée en pleine mode du global. Quelle chance pour moi. Sinon, ma lecture, elle était par terre. Et aujourd'hui, peut-être, je serai une vraie dyslexique au sens du terme, c'est-à-dire que je n'arriverai pas à lire, je n'arriverai pas à décoder ce qui est écrit. J'arrive à le décoder, pas dans le sens où on l'entend, je le décode. J'ai une forme de décodage qui est à moi. Comment faire lire les enfants en les laissant jouer ? En les laissant jouer. Et puis petit à petit, la lecture fera partie de leur jeu. Ça, j'en suis sûre. Sauf si on fait de la lecture quelque chose qui n'est pas un jeu et quelque chose de rébarbatif qui nous oblige à penser comme on n'est pas fait pour penser. Alors là, ça va devenir quelque chose qui n'est pas du tout un jeu. Les garçons, chez moi, savent lire. Ils ont recommencé à ouvrir des livres avec cette bande dessinée, les Kid Paddle. Non, même pas. Game Over. Game Over, il n'y a pas de bulle. Il n'y a pas d'écrit. Si, il y a des bulles, mais ça fait... Voilà, ça parle leur langage. Voilà. Et ils ont recommencé avec ça. Mais il y a un sens. Voilà. Ils ont recommencé de la base, c'est-à-dire aller de gauche à droite. Et puis après, petit à petit, ils sont passés à des bandes dessinées où il y avait un peu plus de mots, un peu plus de bulles. Et puis aujourd'hui, donc en 3 ans, ils lisent correctement, quoi. Ils lisent ce qu'ils ont envie de lire, mais ils sont capables de lire des livres sans images. Enfin, sans images. Dans le livre. Parce que dans leur tête, je pense il y a des images. Quand tu lis, tu ne vois pas des mots, tu vois des images. Si, je vois des mots, mais je vois des images. Oui, on voit forcément des mots, mais surtout des images. Alors, aujourd'hui, j'ai les 2 modes de lecture, hein, quand même, puisque je me suis rééduquée, donc j'arrive à lire, mais je ne comprends rien quand je lis de cette façon. Hein. Je ne comprends pas ma lecture. Hein. Bon, je ne pense pas qu'on puisse la comprendre. On ne peut pas comprendre... on ne peut pas comprendre quelque chose qu'on décode de cette façon-là. On ne peut pas assurer une compréhension. Ou alors on va comprendre petit à petit. Enfin, pour moi, c'est pas possible. C'est incompréhensible de lire de cette façon. C'est pas de la lecture. Je pense que c'est... Alors, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les langues étrangères, en tout cas scolairement. Je ne savais pas les lire. Hein. Les langues étrangères, je ne savais pas les lire. Forcément. Ça ne m'a jamais parlé. J'ai eu beaucoup de mal dans l'enceinte scolaire à me mettre à l'anglais, à l'allemand. Alors l'allemand, c'était une catastrophe. On dit « Ah, t'es dyslexique, il faut que tu fasses de l'allemand. » Maintenant, c'est ce qu'on leur dit. Hein. Ah bon ? C'est un remède contre la dyslexie. Ah non, mais les dyslexiques, il faut qu'ils fassent de l'allemand. C'est ce qu'on m'a encore sorti à la dernière inspection pour mes fils, parce que eux, c'est des hommes sandwich, hein, des étiquettes, ils en ont. Hein, ils sont dyslexiques, ils sont ci, ils sont ça. Ils ont fait tous les bilans possibles et imaginables, parce qu'on était obligés dans le milieu scolaire de poser des diagnostics. Et moi, je disais, je fais pour l'un, je fais pour l'autre. Parce que je me battais pour dire, mais non, ils sont pareils. Ils lisent pas pareil. Et on me faisait toujours des bilans par défaut, sauf pour la dyslexie, où voilà, on a posé un diagnostic de dyslexie secondaire dû à un problème, un trouble neurovisuel. Donc ils ont mis des lunettes, ils ont fait de l'orthopsie, ils sont allés chez l'orthophoniste, donc ils avaient, en plus de l'école, ils avaient l'orthophoniste le mercredi matin, ils avaient 2 séances d'orthopsie par semaine, et puis ils avaient la neuropsie, et puis lui il a même fait de la psychomotricité.
Il a fait de la psychomotricité. Non, mais ça me fait beaucoup rire parce c'est un danseur, il fait des compétitions de breakdance quand même. Donc pour quelqu'un qui a des problèmes psychomoteurs, c'est un peu paradoxal. Mais donc voilà, c'est un calvaire. Mais si vous ne faites pas ça, voilà, voilà, il faut que l'enseignant qui est complètement désarmé devant ce type d'enfant, il a besoin d'un diagnostic pour se dire « Oui, mais c'est normal que je n'y arrive pas. » Il est dyslexique, il est dysorthographique, aujourd'hui l'autisme est à la mode, il est autiste. Ah, les TDAH. Alors tout ça, voilà, il est ceci. C'est normal, je peux pas. Il est ça, et moi, je suis pas formée pour. C'est vrai que ces enseignants ne sont pas formés pour tout ça. Ils ne sont pas formés à la bienveillance non plus, souvent. Ce qui est dommage. Parce que ce serait la solution à beaucoup, beaucoup de troubles. Juste d'être bienveillant. Et dire à l'enfant, mais alors, comment ça se passe là pour toi, dans ta tête ? Si elle avait pris 5 minutes avec mon fils, cette institutrice de CE2 qui pleurait à chaque fois qu'elle le voyait arriver dans la classe, si elle avait pris 5 minutes pour dire « Zacharie, tu ne comprends pas cette consigne, je vais te la lire. Je souligne en rouge le verbe dans la phrase. Qu'est-ce que tu ne comprends pas ?» C'est ce que j'ai dit moi à mon fils le soir. Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Et c'est là que j'ai dit, il faut que je le déscolarise. Il m'a dit, c'est qui je ? J'ai dit, c'est toi ? Il dit, ah non, mais moi j'ai rien souligné. Hein. Moi je souligne rien. J'ai dit, non mais ils disent que c'est toi. Ah pourquoi ils disent c'est moi qui l'ai fait ? Moi j'ai pas fait. Je souligne le verbe dans la phrase. Et là, j'ai dit, bon, alors, on va changer la terminologie, on va changer le truc. On va dire, en fait, il s'exprime de cette façon-là, mais ça veut dire, il faut que tu soulignes le verbe dans la phrase. Ah, je dois souligner un verbe dans la phrase. Dans la phrase. En dessous, il y en a 5 de phrases. Dans laquelle ? Dans toutes. Pourquoi c'est la phrase ? Ah oui. Si elle avait pris 5 minutes pour comprendre ça, que non, mon fils n'était pas déficient mental, comme elle me le disait à chaque réunion de parents, qu'il était juste dans une compréhension différente de la sienne, à laquelle elle pouvait accéder, à laquelle elle pouvait remédier en reformulant ses consignes, ça aurait permis peut-être d'avancer avec cet enfant. Voilà, ce n'est pas des reproches, je suis là pour taper sur personne. Mais c'est juste que parfois, on a tendance à uniformiser et que, à mon sens, il faut individualiser et laisser l'enfant aller là où il a envie d'aller, de la façon dont il a envie d'y aller, parce que c'est lui qui sait mieux qui il est. Après, on dit, mais les jeunes, ils ne savent pas qui ils sont, mais est-ce qu'on leur a permis de savoir qui ils étaient ? Juste en leur demandant comment tu fonctionnes. À ce moment-là, toi, tu comprends quoi ? Toi, là, tout seul, qu'est-ce que tu comprends ? Il va me dire ce qu'il comprend. Au début, il va dire « je ne sais pas », parce qu'il n'a pas l'habitude. Mais après, vite, il va vous dire ce qu'il comprend. Je veux juste terminer en vous parlant de Mohamed. Mohamed, c'est un petit enfant, enfin, un jeune enfant. Il a tapé à la porte du cabinet il y a quelques semaines, au mois de mars. Il est arrivé, Mohamed était comme ça. Il est en CM1. Donc il a 9 ans. Il est comme ça. Et sa maman, elle était encore plus comme ça. Et la maman, elle me dit, Mohamed, je cherche quelqu'un parce que ils veulent le mettre en SECPA. Je lui ai dit, alors c'est les sections spécialisées à partir de la 6e. Et je lui ai dit, mais il est en CM1. Ah oui, mais ils ont déjà dit qu'il irait en SECPA, de toute façon, c'était pas la peine d'y penser à la 6e. Alors la mère étant passée par la case SECPA, pour elle, c'est juste un drame et beaucoup de... Voilà. Et donc cet enfant, alors je dis, Mohamed, tu n'y arrives pas à l'école ? Qu'est-ce qui se passe à l'école ? Je comprends rien. Alors je regarde ses cahiers et la maîtresse, c'est vrai, elle a tout adapté. Mohamed, il n'écrit pas. Mohamed, il n'a pas besoin de lire.
on lui lit tout à sa place, on écrit tout à sa place, et puis Mohamed, il fait pas grand-chose à l'école en fait, il est super passif. Et puis tout en faisant quelques exercices avec lui pour regarder où est-ce qu'il en est, je me rends compte que Mohamed, il sait très bien écrire, puis il fait pas de fautes, presque moins que moi. Et puis Mohamed, quand je lui demande de lire, ben il lit. Alors Mohamed, ça fait 4 ans qu'il va chez l'orthophoniste. Depuis CP, il va chez l'orthophoniste. Il est dyslexique. Il sait très bien lire, il sait très bien écrire. Il est dyslexique où? Je ne sais pas. Je lui dis, mais alors qu'est-ce qui se passe à l'école, Mohamed? C'est pas la maîtresse, elle a dit j'étais nulle. Elle t'a dit t'étais nulle? Ouais, la maîtresse, elle a dit j'étais nulle. Qu'elle en peut plus, je suis nulle. Alors Mohamed, il a fait des exercices avec moi, je dis Mohamed, je pense pas que tu sois nul, moi. Au contraire, je pense que t'as pas envie. Je pense que ça t'intéresse pas. Je pense qu'à l'école, tu vis des choses qui sont pas super. Voilà, avec les autres, ça doit pas être facile. Mais nul, non. Et je pense au contraire que t'écris super bien, que tu fais pas de fautes. Je trouve que tu lis très très bien. Et puis, c'est quand même un champion en mathématiques. Cet enfant, il a des capacités en calcul mental exceptionnelles. Et donc, là, il m'a levé la tête, il me dit « Ah bon ?» Je dis « Ouais. »« Ah bon ? Oh bah je vais revenir te voir. » Alors il revient me voir 2 fois par semaine, Mohamed, c'était début mars. Et Mohamed, il est passé, donc il était à 10 de moyenne générale, donc ce qui est le minimum du minimum dans cette classe, parce qu'on ne met pas de note en dessous de 10. Alors c'est marrant, on ne veut pas mettre sous la moyenne, mais on sait que 10, c'est quand même, ça vaut 0, quoi. Et il est passé, donc là, à 15. 14,89, il me semble. 14,89. Donc la maîtresse a dit « Ah bah c'est bien, on va pouvoir enlever le travail adapté. » Et là, mon Mohamed qui revient au cabinet « Ah bah moi maintenant on va avoir plein de travail. » Bah oui, tu vas avoir plein de travail, Mohamed. Bah oui, bah bon, moi je veux plus, hein. Moi je veux plus, hein. Je veux retourner nul. Ah oui, mais moi Mohamed, maintenant que tu as montré que tu savais lire, écrire, compter, eh ben tu es obligé de continuer. Je lui dis, ben juste, tu continues juste pour arriver à 15 et puis tu t'arrêtes. Alors il me dit, bon, bah alors je fais quoi pour avoir 15? Je dis, bah il faut que tu saches ta poésie comme ça. Alors qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois pas faire pour pas avoir ma poésie à copier? Parce que lui, c'est juste l'enfer d'écrire. Il n'aime pas écrire, c'est fatigant. Puis ils écrivent des tartines comme ça hein, en CM1 de poésie. Je lui dis, bah tu l'écris mal ta poésie. Comme ça, elle va te donner une feuille. Alors, il écrit super comme un cochon dans son cahier de poésie, comme ça, elle colle des feuilles, il n'a pas besoin de l'écrire. Donc, Mohamed, il a fait toutes des stratégies comme ça pour avoir le minimum. Parce que ça l'embête. Pour être poli, il n'a pas envie de faire ce travail scolaire, c'est pas ce qu'il a envie de faire. Il a sûrement envie de faire plein de choses d'autres, mais pas ça. Donc, en étant nul, en étant 0, il n'a rien à faire, seulement on lui renvoie une image de lui en lui disant « t'es nul ». Et à force, Mohamed, il avait cru qu'il était nul. C'est-à-dire qu'à force, Mohamed ne lisait plus, n'écrivait plus, ne comptait plus. Et il allait vraiment ne plus savoir lire, ne plus savoir écrire, ne plus savoir compter. Quand il est retourné voir l'orthophoniste, il y a quelque temps, elle a dit, l'orthophoniste dit à la maman « mais c'est bizarre, tous ces progrès d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe ?» Elle dit « oh ben on va avoir une coach scolaire ». Toute contente. De dire à l'orthophoniste, vous voyez, mon fils, il n'est pas idiot, parce que l'orthophoniste disait, oh, je ne m'en sors pas, il n'avance pas. Et elle dit, bah Mohamed, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi d'un seul coup, avec cette femme qui arrive? Il a dit, bah juste, elle m'a dit que j'étais pas nulle. Elle dit, bah moi aussi, je t'ai déjà dit que t'étais pas nulle. Et la maman, elle dit, oui, mais Cynthia, elle y croit vraiment quand elle le dit. Et je pense qu'effectivement, les enfants, à l'école, ils font bien ce qu'on leur demande. Mais alors tout ce qu'on leur demande. Si on attend d'eux le meilleur, ils feront le meilleur. Si on attend d'eux qu'ils sachent lire, ils sauront lire. Peut-être pas à l'âge où on avait décidé, peut-être pas comme on l'avait décidé, mais ils sauront lire. Ils sauront écrire, ils sauront compter, juste en leur laissant le temps et en leur laissant l'occasion de le faire comme ils ont décidé de le faire, avec qui ils sont vraiment. Voilà. Merci.